Welcome to the Canada in Geneva podcast, recorded from the Permanent Mission of Canada to the multilateral organizations in Geneva, Switzerland. This bilingual podcast features conversations in multilateral diplomacy with Canadian and other experts from the multilateral community. Thank you for joining us, and we hope that you enjoy this episode. Bienvenue au Balado du Canada à Genève. Enregistré depuis la mission permanente du Canada auprès des organismes multilatéraux à Genève, en Suisse. Ce balado bilingue présente des conversations sur la diplomatie multilatérale avec des experts canadiens et d'autres spécialistes de la communauté multilatérale. Merci de nous écouter et nous espérons que vous apprécierez cet épisode. Welcome to the very first episode of the Canada in Geneva podcast. My name is Tamara Mawhinney. I'm a Deputy Permanent Representative of Canada at our mission to the UN in Geneva. Et l'objectif de cette balado-diffusion aujourd'hui, qui sera bilingue, c'est de discuter et échanger sur la pratique de la diplomatie aujourd'hui avec des invités experts qui travaillent dans le contexte multilatéral. And we're really setting the bar high. Our inaugural guest is Louise Blais, until very recently Canada's ambassador and deputy permanent representative to the United Nations in New York. And today we've reached her in Atlanta, where she is serving as acting consul general. Bonjour Louise et merci. Bonjour chère Tamara, je suis ravie de me joindre à toi. Donc pour démarrer, on se parle alors que nous marquons 1 an depuis la fin de notre campagne pour se faire élire un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, situé à New York. Alors pour moi, cette campagne fut une expérience diplomatique remarquable. Il y a eu beaucoup d'enseignements tant personnels que professionnels, et je pense que c'est vrai pour la diplomatie canadienne aussi. For you, Louise, at a year's remove, what were your key takeaways? Well, I agree with you. I think the exercise, even though in the case of Canada wasn't successful, was extremely worthwhile. And the reason for that was that it really intensified our diplomatic activities across the world. It's like practicing a muscle, because what happens is when you're running a campaign like this, it's really all about the 193, 192 relationships that you have around the world. And you really do realize, as you're asking other countries for their support, you really have to ask yourself as a nation, what kind of relationship do we have with that country? And you often have to reassess and often rethink and re-energize some of those bilateral relations. And I think it's a great way to have a review of your foreign policy and where your country fits in the world and what your role and what you can bring to a multilateral organization. And so I think it was extremely valuable for us. Mm-hmm. Et cela nous apprend quoi sur la pratique du multilatéralisme, donc une diplomatie multilatérale en 2021 pour un pays comme le Canada? J'en retire quelques leçons. La première, c'est certaines pratiques multilatérales sont probablement désuètes. Et cependant, lorsqu'une pratique est en place, c'est toujours très difficile de la déloger. Par exemple, l'échange de votes, qui est courante au niveau des instances multilatérales, oui, fait en sorte que certains échanges de votes ont lieu 10 ans avant le vote. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, avec le monde qui change si rapidement, une promesse de vote 10 ans en arrière et souvent peut être dépassée par les événements, si on peut dire. Alors, on a fait nous-mêmes cette réflexion, puisque effectivement, lors de notre entrée dans la campagne était plusieurs années derrière notre compétition, l'Irlande et la Norvège.
on a vite réalisé que, effectivement, certains de nos grands amis auraient peut-être éventuellement fait des échanges. Alors, ils avaient les mains liées. Alors, il y a vraiment à ce niveau-là, je crois, un besoin de revoir cette pratique si présente, parce que pour laisser au pays le plus de marge de manœuvre possible, pour qu'ils puissent garder leur honneur et, make good on their promises. But if you're promising something that long in advance, how can you really know that it's going to be in your best interest 5 years later? So those are the kinds of issues that I think need to be addressed. Second, I fully understand the point of the secret ballot in this process, obviously, but it does lead to misguided anticipations. And in our case, we really did have more support going into the vote than was actually realized. And so I don't really have a solution to this, but there really are issues related with countries' ability to feel that they can actually tell, especially in the case of developing countries, their true voting intention. Absolutely. I wonder to what extent it opens the way to thinking about a more agile, more innovative type of diplomacy. I mean, the UN Security Council itself is an old institution dating back to the immediate post-war era. And of course, it's been struggling to update itself for many years. But I do think, in a way, these campaigns can invite us to rethink how we approach diplomatic relations. And that openness, I think, would be a huge benefit to multilateral relations if we could achieve it, for example, in the context of a Security Council election. Well, I completely agree, really. The other lesson that I think, drew from this exercise was also, to add to what you're saying, is the much needed Security Council reform. And in the case of Canada, yes, we are part of WEOG, Western Europe and others, which is really, you could almost argue that's an antiquated group. Yes. And it's certainly one that has built-in inequality. Obviously, if you are a European country, you're more likely to garner the support of your regional allies, geographic allies. And so when you're a New Zealand, Australia, Canada, and Israel, you may be at a disadvantage if it's not a clean slate proposition. And Canada is very much a North American country now. It's very much connected to its own hemisphere. We have obviously so many diaspora connections in the Caribbean, and we have a CUSMA agreement across our supply chains and integration of movements of people in our own hemisphere, but yet we belong to another geographic group that has an inherent, I think, disadvantage for us. And so that's something that, moving forward, we should be looked at in terms of how these groups are composed. Exactly. Sort of an inherent stiffness in the institutional framework. And we're in this modern environment where we're supposed to be able to respond more quickly. Un thème clé de notre campagne a été le féminisme en politique internationale. On l'a vraiment souligné dans toutes nos communications, dans toutes nos démarches. On a vraiment cherché à se bâtir un profil féministe pour la campagne et pour notre politique étrangère. And we started at the outset in developing gender-based analysis, GBA plus approaches, focusing on inclusion. We went on to the Feminist International Assistance Policy, and I'm so proud to represent a country that now aspires to have a feminist foreign policy. Point final, point barre. Where does feminism sit in your worldview? What difference does it make? Well, like you, Tamara, I am so proud of our foreign policy, and I think it's across the board. So it's in the policy, but it's also in the development sphere. And we have really played
an incredible role in UN funds and programs and how they now apply the gender lens to their programming. And so we could be very proud of what we've achieved in this arena and what we are continuing to achieve in terms of empowerment. And we know that COVID-19 has now set us back, unfortunately, in this area, and for a variety of reasons, women have been disproportionately affected. So we are renewing this effort, and we will be continuing to push forward and ensure that not only is our own development programming very much geared towards the gender lens, but that every cent that we give to all the UN system also does that. Now, coming back to our campaign, while Canada is applauded and recognized for this leadership along other countries, I doubt that it played a role one way or the other. And this is where it's actually kind of interesting, because I hope that Ireland and Norway will forgive me for saying this. Le Canada a été reconnu quand même, certainement à New York et ailleurs, pour avoir mené une campagne absolument exemplaire au niveau de l'engagement, au niveau des méthodes, au niveau des messages. Notre message ensemble, notre message de l'importance de notre leadership, je devrais dire, au niveau de l'investissement durable, d'amener le secteur privé dans l'agenda 2030. Nous avons la mission, et notre ambassadeur Marc-André Blanchard en particulier, a mené ce travail de pionnier au niveau des instances multilatérales à un moment, à une période où le secteur privé et les banques n'étaient pas du tout arrimés avec le travail de l'ONU. Alors, nous avons vraiment fait, je crois, des avancées énormes dans ce domaine. Le sommet l'année dernière à notre instance avec la Jamaïque et le secrétaire général sont des exemples absolument accassants du leadership canadien d'innovation sur la scène internationale. Et pourtant, ce travail absolument, je crois, extraordinaire, qui va demeurer un héritage de la campagne, en fait, parce Absolument. que peu importe le résultat, cet héritage perdure et fait du bien à travers le monde. Mais s'il a joué un rôle en notre faveur, il n'a pas été décisif. Donc, quels sont les facteurs de vote des pays? For me, that's still a mystery as to why certain countries will vote against their best interest for reasons, either swaps or other reasons. That was probably a bit of the negative of the experience, I would say. Et sur le plan pratique, au quotidien, pour vivre le féminisme dans un milieu diplomatique, je sais que pour moi, ici à Genève, les réseaux féminins sont au cœur de mon travail au quotidien. Et je pense notamment, comme tu avais à New York, on a un groupe de représentants permanentes adjointes femmes. Je sais qu'il y a aussi un groupe très étendu de femmes représentantes permanentes. Et pour moi, Genève est l'environnement extrêmement, et je ne connais pas la traduction, gender-friendly. J'ai jamais vu un milieu professionnel qui est aussi sensible aux dynamiques féministes. Mais parfois, je me pose la question, je suis un peu inquiète, est-ce que c'est parce que nous traitons de sujets typés, féminins, santé, droits de la personne, the soft subjects. Donc, comment faire en sorte que ce genre d'environnement très féministe, pour moi, comment l'étendre? And what about other environments where you have worked? You worked in Europe, in Asia, beyond New York, beyond Atlanta. How to faire tache d'huile? This is an area that, to me, is so fascinating because, on the one hand, as you say, there has been a huge sea change in terms of how women diplomats have developed their networks. And we have hit a form of critical mass. We're still not at parity, of course, but there's enough of us that there is an automatic now sisterhood that takes place between women diplomats. And because we've all, and especially, some countries more than others, but we've all had to excel
And we all have shared experiences to get to where we have been able to reach. The pinnacle, often, as they say in diplomacy, is to be appointed to these international organizations. And so even though we come from different backgrounds, different countries, different cultures, we seem to have automatic life experiences in common. And that does a great deal in terms of establishing trust. I have had to deal with very, very thorny issues with other women diplomats, not between us, but between our countries, and been able to really speak from a place of mutual respect. And I say it's been extremely effective in terms of getting solutions to big problems. Now, while that's true, at the same time, it's always a challenge to get into the male circles that we also work with. It's not impossible, but it requires a great deal of effort. And unfortunately, often the onus is on us, women diplomats, to break in, as opposed to the other way around. But when we do, it's magical, because there is a shared experience both for us and for our counterpart. Because I remember an ambassador of a country, and I won't say the name, who, as he left the UN, asked to have a lunch with a few of his closest women ambassador partners from other countries. And he told us that the reason why he wanted a special farewell with us was to tell us that he arrived at the UN at the end of a long diplomatic career, realizing that he had a bias, unconscious bias against women. And he grew up in a small village. He came from a certain type of male-dominated culture. And he was able to navigate his entire diplomatic life with that mindset. But that us, these women that he had invited around the table, had really, really changed his mind. And over the course of his assignment at the UN. And I was taken aback by his honesty, his willingness to share this, and also the power that experience had been for him and for us. And so it's one person at a time, is my feeling. And it's possible. If I had set out to develop a really strong relationship, working relationship with a male counterpart, I've never really failed. And it's not just because of me, it's just that if you do invest the time, it pays dividends. It pays off, absolutely. Good advice to all of us working in diplomacy. Et pour moi, un autre élément, si je peux me permettre, qui te définit très fortement, au-delà de ton expérience diplomatique, multilatérale, ton féminisme, un troisième élément, c'est ton leadership en tant que diplomate francophone. Et ici aussi, j'ai envie de poser la question. Bien sûr, moi j'ai mes réponses, mais j'ai envie d'entendre les tiennes. What difference does it make? Pourquoi est-il si important de défendre cet atout formidable canadien qu'est le bilinguisme? Et je serais intéressant d'entendre tes réflexions aussi là-dessus. Je suis certaine que tu partages ma fierté lorsqu'on... Je suis acquise à la cause. C'est ça. Lorsque pour le Canada, on prend le micro à l'ONU et on fait une allocution, une déclaration bilingue, j'en suis tellement fière. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de pays francophones à l'ONU qui, des fois, vont parler en anglais. Ou à chaque fois que le Canada fait cette démarche bilingue, on sent la salle répondre. On sent un respect. Et peut-être que je m'imagine la chose, mais j'ai l'impression que les interprètes aussi s'animent. Et enfin, la langue française s'affirme. Et bien entendu, les pays francophones parlent en français à l'ONU. C'est pas quelque chose sur lequel on a un monopole. Mais la démarche bilinguisme est typiquement canadienne.
Et cette combinaison de ces deux belles cultures qui nous habitent, qui vivent en nous, je trouve ça absolument extraordinaire. Et une des raisons pour laquelle je crois qu'il est absolument important de défendre l'utilisation de la langue française en diplomatie, c'est que par la langue passe le pouvoir et la culture. Alors si on cède tout cela à la langue anglaise en particulier, on nie une appartenance culturelle qui est tellement importante pour tellement de pays et tellement d'individus à travers le monde. Et même, je dirais, et ça faisait l'objet d'une composante de notre campagne pour le siège de sécurité, c'est le fait que pour nous, c'est absolument inacceptable que les documents d'instruction, les manuels, les mises à jour qui sont envoyés pour les missions de maintien de la paix qui sont parrainés par le Conseil de sécurité dans les pays francophones, comme le Mali par exemple, sont envoyés au gouvernement malien en anglais. En anglais. C'est tout à fait inacceptable et certainement pas nécessaire. Alors, la traduction est disponible. C'est vraiment navrant à quel point les travaux du Conseil de sécurité ont été anglicisés. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire parce que la réaction lorsqu'on soulève le multilinguisme, c'est souvent on baisse les bras, c'est une énorme fatigue. Et comment passer de ce message qui fait croire à une obligation pesante pour un peu changer la donne, pour que on ouvre les yeux à l'énorme potentiel. Et enfin, pour moi, je pense que ça passe plutôt par l'emphase sur l'inclusion et la diversité. Mais comment souligner davantage cet aspect? On est en train de passer à côté de quelque chose de formidable. Tout à fait. Trop souvent, on parle, lorsque tu mentionnes la lourdeur de la chose, on nous relance l'impact financier de la traduction. Et lorsque COVID nous a frappés à New York, nous avons basculé dans le monde virtuel et tout d'un coup, tout devait être en anglais, tous les travaux, parce que il n'y avait pas la possibilité d'avoir les interprètes et patati patata, la technologie n'était pas. Alors, toutes les excuses possibles nous ont été balancées. Et franchement, c'est faux. La technologie existe. Mais il faut faire l'investissement. Et on a eu beaucoup de résistance de la part du secrétariat, je dois le dire, à l'ONU, pour s'assurer que toutes les options étaient explorées pour qu'on puisse pouvoir s'exprimer dans la langue de notre choix, une des 5 langues officielles de l'univers onusien. Et jusqu'à dernièrement, jusqu'au moment de mon départ, ce n'était pas encore acquis. Alors c'est quand même incroyable parce que je participais à des rencontres externes de l'ONU qui avaient des possibilités virtuelles d'interprétation. Alors que l'ONU, l'exemple international de multilinguisme, puisqu'on a 5 langues officielles, n'a pas été capable de s'adapter rapidement à la nouvelle réalité virtuelle, il y avait un manque de volonté. Alors, j'ai pas de grande solution à offrir. Pour moi, je sais que tout comme toi, lorsque mes collègues s'expriment en espagnol, en russe, chinois, j'adore écouter leur langue et de comprendre, et j'écoute la traduction sur les langues, l'interprétation sur les langues que je ne connais pas moi-même, mais je trouve ça absolument formidable. J'ignore pourquoi cette espèce de résistance existe toujours. Oui, il y a une grande possibilité. Eh bien, Louise, je te donne le mot de la fin. As we come through the experience of the pandemic, as you've mentioned, and in spite of the many challenges, what are you looking forward to right now? What are your hopes for our diplomatic profession in particular? Well, I think that diplomacy is coming out stronger than ever out of the pandemic. I think that for all of the shortcomings of the multilateral cooperation over this past year, I think there is a lot to celebrate in terms of how we have worked together. And it had been a long, long time before the world was confronted with the global crisis, not since probably World War II. And so diplomacy now, I think, is returned to the forefront of what is needed in terms of a more equitable, safer world
The story is yet to be told, but certainly I do not believe that anyone would argue that diplomacy has receded in importance over the past year. Quite the opposite. And I think that I'm actually extremely hopeful that these new methods of work, new connections, virtual, that technology has given us, not less, but more tools to connect with counterparts from around the world without necessarily having to get on a plane. I remember in our campaign, our foreign minister was proud to say that he had now the cell phone of over half of the world's as counterparts from around the world. That wasn't possible before. And now this immediate contact that this crisis has generated will last and will continue to be effective for us as diplomats moving forward. On a beaucoup de travail à faire encore. Je suis très optimiste et je suis certaine que tu l'es aussi, Tamara. Merci beaucoup pour cette formidable discussion. Merci, Louise, pour ce beau mot optimiste de la fin. Thank you so much for your time, your insights, everything you do for Canada's diplomacy in the world. Et bonne continuation. Merci à toi. Au revoir. Thanks very much to all for listening in. Please subscribe and join us next time for this continued conversation.